Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Youssef Chehri et je suis doctorant à l'Université de Tanger et je travaille aussi à l'Université de Brest dans le cadre de la co-tutelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important et d'une technologie qui est très utilisée dernièrement et qui a commencé à trouver sa place parmi les méthodes d'usinage classiques. C'est l'impression 3D, bien évidemment, ou bien on peut l'appeler fabrication additive. Et c'est vraiment une technologie qui a commencé à attirer l'attention de pas mal des organismes et d'entreprises, ainsi que des laboratoires de recherche. Alors, pour mon cas, moi, je vais parler brièvement de ce que je fais dans le cadre de la thèse. En fait, pour nous, on cherche à adapter l'un des procédés de l'impression 3D à la fabrication des dispositifs et des pièces en radiofréquence. Et tout ça, c'est pour le domaine de télécommunications. Alors ici, on voit bien l'exemple, il nous montre qu'il y a des critères de décision qui sont radiofréquences afin de juger l'utilité de l'impression 3D pour la télécommunication. Alors, pendant la présentation, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, ce sera une introduction qui va parler de l'histoire de la fabrication additive et d'autres informations utiles afin de situer cette technologie dans l'histoire. Deuxièmement, les différents procédés de la fabrication additive. Après, les applications de cette technologie, des exemples concrets qui nous montrent l'intérêt de cette technologie. Puis, je vais parler de la conception pour la fabrication additive. Est-ce que ce sera la même façon de concevoir les pièces pour la fabrication additive, c'est-à-dire les méthodes utilisées pour l'usinage classique, ou bien il faut inventer des nouvelles façons de conception, ou bien des nouvelles règles de conception pour la fabrication additive. Cinquièmement, ce sera l'optimisation topologique, qui est une méthode très utilisée pour la conception, pour la fabrication additive, c'est-à-dire lors de la conception, on utilise cette méthode afin d'optimiser notre dessin et surtout afin de tirer le maximum de profit des avantages donnés ou bien offerts par la fabrication additive. Et pour terminer, je vais vous parler des normes à respecter et des standards à suivre si on veut intégrer la fabrication additive dans notre entreprise ou bien l'utiliser dans nos propres maisons parce que cette technologie, il permet aussi aux particuliers de acheter leurs propres machines avec des prix qui sont abordables et c'est une expérience qui est très 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 sympa. Alors pour commencer, j'ai ici une définition de la fabrication additive qui est une technologie qui désigne les différents procédés permettant de restituer physiquement des objets 3D décrits par leurs données de conception assistées par ordinateur. C'est-à-dire, on a des logiciels de conception, CAO, on peut dessiner des pièces sur ces logiciels et générer des codes qu'on va les envoyer aux machines d'impression 3D afin de réaliser nos pièces. Et en parlant de réalisation, on peut réaliser des pièces en différents matériaux, métal, métallique, céramique, polymère et aussi des cires. Et ceci sans outillage, sans partir d'un bloc de matière première. C'est-à-dire, on vient ajouter de la matière où c'est nécessaire jusqu'à l'obtention de la pièce finale, et pas l'inverse. Et bien sûr, on gagne au niveau de temps de production, qui est plus court par rapport aux techniques classiques. Avant de passer au deuxième slide, ici, j'ai 3 photos. À gauche, c'est la technologie FDM. Et c'est vraiment les 3 essentielles technologies de l'impression 3D. Donc, il y a la FDM, dépôt de filaments fondus. Il y a une buse d'extrusion qui fait chauffer un filament de polymère, par exemple, afin de faire des dépôts, couche par couche, jusqu'à la restitution de la pièce. Au milieu, il y a le frittage, ou bien la fusion directe de laser, de la poudre via un laser, pardon. Et dans cette technologie-là, on a un balayeur qui vient déposer une couche de poudre, et après, il y a le laser qui vient solidifier dans les zones nécessaires. Et après, la poudre qui reste, on peut la récupérer et on peut la réutiliser jusqu'à un certain nombre de cycles. Et il y a à droite la dernière technologie, qui est la photopolymérisation. Et il y a pas mal de procédés qui utilisent cette technologie. Parmi ces procédés, il y a stéréolithographie,
Et on voit bien ici une image de stéréolithographie. C'est une résine photosensible. On fait une projection de lumière ou bien de laser pour solidifier les ondes qui vont contenir de la matière selon le code G envoyé par le logiciel. D'ailleurs, les trois technologies ils utilisent le même code G. Alors, concernant l'histoire de la fabrication additive, qui a commencé un peu, qui est loin dans l'histoire, c'est 1892. C'est le premier essai de fabrication des pièces en superposant des feuilles de cire. C'est-à-dire, on a commencé à réfléchir au fait qu'on peut réaliser des pièces en ajoutant de la matière et pas en retirant de la matière. Après, il y a une phase, la phase la plus importante dans l'histoire de la fabrication additive, qu'on peut l'appeler prototypage rapide, c'est-à-dire ici, les entreprises ont commencé à développer des technologies comme la stéréolithographie développée par 3D Systems, frittage laser direct de métal par EOS en Allemagne, et on a obtenu la première imprimante en 1996, 3D Systems, et en 2001, on a réussi à imprimer les premières pièces métalliques denses par l'entreprise Concept Laser. Juste après la réussite au niveau de la fabrication des pièces denses métalliques, la technologie elle a passé d'une phase de prototypage à une phase de fabrication additive des pièces fonctionnelles. Et en 2005, il y avait la première pièce, la première fabrication des pièces en série. J'ai ajouté ici une information, comme j'ai déjà parlé de la FTM, c'est la première technologie sur laquelle j'ai parlé dans le slide précédent. Cette technologie-là, elle a été développée par Stratasys, qui ont réussi à avoir la première imprimante personnelle en 1998. Et je vais vous expliquer la différence entre imprimante personnelle, professionnelle et de production plus tard dans la présentation. Alors ici, j'ai ajouté un graphe qui est un peu général et qui montre les trois étapes dont je vous ai parlé, développement de la fabrication additive et les différentes entreprises, laboratoires et universités qui ont contribué au développement de cette technologie. Je vais attirer votre attention par une information ici intéressante. C'est en 2013, c'est tout à droite, à côté de Developing Stage. On voit bien que le président de l'États-Unis, Barack Obama, il a fait un discours en parlant de l'intérêt de cette technologie et vraiment pour lancer l'initiative de développement de cette technologie en États-Unis. Après, là, on voit bien, toujours dans l'introduction générale, l'explosion de nombre de dépôts de brevets entre 2010 et 2014 qui sont en relation avec la pression 3D. Et ici, c'est le même graphe, mais on voit bien les principaux pays qui ont contribué davantage à l'amélioration de cette technologie et au développement plutôt de cette technologie. Alors, pour parler des avantages de la fabrication additive, je vais te parler tout d'abord de ce graphe-là qui est à droite, qui explique bien que la fabrication additive nous donne un avantage, un premier avantage qui est très important, et c'est la complexité qui n'a pas de prix en utilisant la fabrication additive. Alors, on a des complexités, après il y a la variété est gratuite, l'assemblage n'est pas nécessaire, c'est-à-dire on peut obtenir des pièces monolithiques sans avoir besoin d'assemblage, réduction des délais de réalisation, nuance infinie des matériaux, et imaginer les objets de demain. C'est-à-dire, plus simplement, on peut fabriquer ce qu'on pense. Par contre, il y a des faiblesses ou bien il y a des inconvénients. J'aime bien les appeler faiblesses, parce que là, c'est vraiment le cœur de mon travail dans le cadre de la thèse, c'est essayer de réduire au maximum ces faiblesses. On a tout d'abord la rugosité de surface, et après, il y a la densité, porosité, manque de données, c'est-à-dire on n'a pas assez de données pour aller plus loin dans la recherche, dans le développement de cette technologie, mais c'est toujours le début, et après, il y aura pas mal de données et des rapports qui vont aider les futurs chercheurs à bien développer davantage cette technologie. Après, il y a des limitations dimensionnelles, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser le volume permis par le plateau, ainsi que le volume permis par la chambre de fabrication. Donc, pour une machine 3D, si on veut, par exemple,
une petite entreprise, PME, et on cherche à implémenter une petite machine dans notre usine pour fabriquer des petites pièces qui servent, par exemple à serrer un vis, ou bien ça dépend des domaines, mais on a réfléchi à acquérir une imprimante 3D. Donc tout d'abord, il faut implémenter la machine en salle dédiée avec des systèmes de protection individuels et une formation de personnel et ajouter des signalétiques pour aider les opérateurs à bien manipuler la machine. Donc, concernant les matériaux utilisés en impression 3D, il y a des matériaux céramiques, plastiques, métaux, mais il y a aussi des matériaux organiques. Pour ma thèse, par exemple, moi, je travaille sur l'aluminium, un alliage d'aluminium, en fait. Et là, c'est vraiment une donnée d'entrée pour moi. L'alliage d'aluminium, c'est le plus approprié pour fabriquer des pièces honorées. Et il y a d'autres projets qui travaillent, par exemple, sur des aciers inoxydables ou bien des alliages de cobalt chrome. En fait, on voit bien qu'il y a une variété importante de matériaux qu'on peut utiliser. Juste ici, un point très important, c'est comment dire, c'est la qualité de la poudre. Pour le cas, par exemple, de frittage laser de la poudre métallique, qui peut changer d'un fournisseur à un autre. C'est-à-dire, on a deux fournisseurs pour le cas de Titan, A et B. On voit bien que là, qu'il y a une disparité de granulométrie qui est importante. Le même cas pour l'aluminium. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. C'est pourquoi il faut aller vers une standardisation, c'est-à-dire des collaborations interindustrielles ou bien des implications des organismes de normalisation, comme l'AFNOR ou bien l'ISO. Il y a aussi ASTM parmi les organismes de standardisation. Donc ici, je vais parler des types des imprimantes 3D. Il y a trois types. Il y a les imprimantes 3D personnelles, professionnelles et de production. La différence, c'est le prix, volume d'impression, précision de la machine et selon le besoin de l'entreprise ou bien du particulier. Et il a un large choix d'imprimantes pour les acheter. Mais tous ces choix, ils dépendent du besoin, bien sûr. Alors là, pardon, j'ai oublié de parler de l'exemple que j'ai mis à droite. C'est l'image d'une imprimante 3D personnelle. Le prix, il est abordable pour un particulier. Et après, il y a les imprimantes 3D professionnelles. C'est pour des PME afin de fabriquer des pièces en série limitée, par exemple, avec des avantages, par exemple, du support d'impression qui sont solubles à l'eau facilement. On peut les enlever sans appliquer des post-traitements. Parce que, par exemple, là, on a une pièce qui est déjà fabriquée, mais elle reste attachée au plateau. Après, il faut faire des post-traitements afin de finaliser la pièce pour qu'il soit utilisable, fonctionner. Et vous allez trouver dans la description de cette vidéo des exemples et des vidéos sur les post-traitements possibles qu'on peut appliquer aux pièces après la fabrication ou bien impression 3D. Donc, vous allez trouver les différents types de post-traitement, traitement thermique, il y a comment il s'appelle, le sablage, et il y a aussi la méthode de découpe avec un fil métallique pour enlever le plateau, par exemple, enlever la pièce du plateau, et il s'appelle électro-érosion. Donc, vous allez trouver tous ces vidéos sur les différents post-traitements possibles après la fabrication d'une pièce. Donc, dernier type d'imprimante 3D, il y a l'imprimante 3D de production, Stratasys, technologie FDM. Les trois types d'imprimantes que je vous ai montrés, ils fonctionnent avec la même technologie, c'est FDM. C'est les critères et les caractéristiques de la machine qui changent selon le besoin. Ici, on voit bien, on a un volume de plateau très important, technologie FDM avec un matériau qui est plus résistant qu'un ABS classique. En fait, pour les machines de production, la technologie est vraiment très, très développée pour avoir des pièces fonctionnelles. Donc,
Après, pour parler des critères de choix de l'imprimante 3D, il y a la technique utilisée. Il faut savoir quelle technique on veut avoir chez nous, pour les particuliers ou bien pour les entreprises, selon le besoin. Précision de l'impression, quelle précision on cherche, quelle finesse de détail on cherche. Les matériaux, parce qu'à chaque modèle d'imprimante correspond à une certaine gamme de matériaux, la taille maximale d'impression et le coût de revient. Et il y a les caractéristiques de l'imprimante. J'ai ici mis vraiment les caractéristiques basiques pour un particulier afin de faire un choix d'une imprimante 3D, taille hors emballage, taille avec emballage, poids vide, poids plein et les poids des cartouches de matériaux. Mais pour les professionnels et les entreprises, il y a toute une liste qui s'ajoute de critères et des caractéristiques qui s'ajoutent à cette liste-là afin de juger la qualité d'une imprimante avant de l'acheter. Par exemple, pour citer quelques exemples, on a comme on a déjà parlé de volume de la chambre d'impression, dimension du plateau, le gaz de protection utilisé par la machine, la qualité de surface donnée par la fiche technique de la machine, les propriétés mécaniques, c'est-à-dire la limite des